Hello et bienvenue sur le podcast Entrepreneuse sans succès. Je suis Claire, entrepreneuse depuis près de 3 ans et je te partage ici chaque semaine des réflexions autour de l'entrepreneuriat, de l'organisation et des réseaux sociaux. Je n'ai pas pour ambition de t'aider à monter un business, non. Cependant, je sais que ce qui m'aide beaucoup au quotidien, c'est d'avoir ce genre de réflexion avec d'autres entrepreneurs. Alors si tu veux me rejoindre dans mon brainstorming, installe-toi, ça va commencer. Hello à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis très contente de vous retrouver en ce dimanche soir d'un long week-end, enfin un week-end pendant lequel j'ai beaucoup travaillé, mais tout de même long week-end. Depuis que je suis freelance, j'adore le mois de mai, j'adore les jours fériés, tout simplement parce que j'ai l'impression que je peux rattraper toutes les choses que j'ai en retard ces derniers mois durant ce mois-ci. Donc vraiment, j'adore ce qui se passe. Je suis quand même partie dans ma famille près de la mer, ce qui m'a permis d'avoir le luxe de pouvoir aller me baigner une fois ma journée de travail terminée. Donc vraiment, là, je rentre d'un week-end qui m'a à la fois ressourcée et qui en même temps a été productif. Donc vraiment, je suis très contente de ce week-end et de ce dimanche soir. Ça faisait un moment que je voulais vous enregistrer un épisode sur le sujet du jour qui est la délégation. Ce qui m'a donné envie de faire cet épisode, c'est tout simplement que j'ai été beaucoup confrontée à ce sujet ces derniers mois pour être capable de mener de front tous les projets que j'avais envie de réaliser. Et ça m'a amené à beaucoup réfléchir parce qu'évidemment, il y a des choses que j'ai déléguées qui se sont mieux passées que d'autres, à quels étaient un peu les ingrédients qui ont fait que certaines collaborations ont été un succès et vice-versa. Et donc, je me suis dit que j'allais vous faire un épisode sur la délégation, comment aujourd'hui je m'y prends quand je sais que j'ai besoin de m'entourer pour réussir à faire plus. Donc voilà, toutes mes réflexions autour de la délégation. Mon objectif, c'est pas vraiment de vous donner des conseils parce que c'est pas du tout mon expertise et que je ne pense pas que le fait de se reposer sur mon expérience personnelle vous sera grandement utile, mais plutôt de vous donner des clés, des réflexions, des situations que j'ai vécues et l'analyse que j'en ai faite pour que vous puissiez quand même en tirer des enseignements pour votre propre business. Donc je vais commencer par recontextualiser un petit peu dans quel cadre j'ai été amenée à devoir déléguer pas mal de choses dans mon business. Donc, il y a quelques mois, en janvier, avec Christian, nous avons choisi de monter Circadia, de créer Circadia ensemble. Donc moi, ça faisait déjà plusieurs mois qu'en fait, je n'arrivais plus à accepter de nouvelles missions freelance. Ça devenait très très compliqué, j'étais vraiment sous l'eau. Et à côté de ça, j'avais des personnes que j'avais formées en fait au no-code, que j'avais formées à l'automatisation no-code plus particulièrement, qui avaient grandement envie de se lancer à leur tour en freelance sur ces sujets. Et donc, en fait, je me suis dit, ok, il y a grave un truc à faire qui est de réussir à les accompagner à démarrer leur activité en freelance en travaillant sur mes clients, sur les projets de mes clients. C'est ainsi que j'ai été amenée à recruter pas mal de monde, je pense qu'il y a, enfin pas mal de monde. Pour moi, c'est énorme, mais je pense qu'il y a eu une dizaine de personnes qui ont travaillé du coup sur les missions clients. Et ça, c'est vraiment la première partie, c'est la partie agence, mais il y a aussi toute la partie que j'appelle Claire No Code. Ça fait peut-être pas sens pour vous parce que vous avez l'impression que j'ai qu'une boîte, mais pour moi, ça fait très sens et c'est assez cloisonné finalement. Pour moi, il y a vraiment Claire No Code et Circadia. Ceux qui bossent pour les projets Claire No Code, c'est ceux qui m'accompagnent sur tout ce qui est moi, ma création de contenu, mais aussi toute la partie formation. Et ceux qui bossent pour Circadia, c'est vraiment la partie agence, donc ceux qui travaillent sur les missions clients. Ça veut pas dire que quand tu bosses pour l'un, tu peux pas bosser pour l'autre, parce qu'il y a aussi des gens qui veulent de temps en temps bosser sur des missions d'automatisation et qui pour autant m'aident sur d'autres sujets sur Claire No Code. Voilà. Mais je différencie grandement les deux parce qu'il y a une question de rentabilité derrière qui est très différente. C'est-à-dire que quand tu recrutes quelqu'un, que tu délègues une mission à quelqu'un sur une partie agence, en fait c'est assez facile de savoir combien tu as pricé la mission au client et combien tu vas payer le freelance, et tu peux calculer facilement que la différence c'est ta marge. Bon, évidemment c'est pas si facile parce que il y a aussi les salaires des sales, etc. Il y a plein d'autres sujets, mais dans les faits, le calcul est beaucoup plus simple que les personnes qui bossent pour Claire No Code. Le calcul est beaucoup plus complexe parce que typiquement Léna qui travaille avec moi depuis 5 ans, en fait Léna elle me coûte N euros tous les mois, et comme elle fait de la création de contenu dans le sens où c'est moi qui rédige tous mes contenus mais elle m'accompagne sur toute la partie design, on le fait ensemble, ça le design en fait ça rapporte pas directement de l'argent. Donc ça c'est la première chose qui est hyper importante, c'est que déjà, quand tu commences à déléguer, enfin pour moi en tout cas, ça a été une évidence et ça je l'ai fait dès le début, c'est vraiment de suivre toutes tes dépenses. Et donc moi je mettais des étiquettes, je mettais fonction support ou exécution. Et en gros fonction support ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne me rapporte pas directement de l'argent, VS exécution, t'es sûr à 2000% que tu marches dessus. Et je dis ça parce que en fait, si je regarde les différents mois,
bon, peut-être que pour certains, ce sera très très peu. Mais là, si je regarde depuis le début de l'année, voilà, on a déjà été accompagné par... Donc du coup, je vous dis une quinzaine de freelances et on a déjà dépensé 52 000 euros. Voilà. Quand je vois ça, je me dis, bah oui, c'est logique parce que je sais combien on dépense par mois, mais c'est vrai que ça fait bizarre de le voir. Parce que c'est bien. En fait, c'est hyper positif. Hein, ça veut dire que le business se porte bien. Mais bref, tout ça pour vous dire que pendant longtemps, notamment les premières années de mon business, quand il y avait vraiment que l'ENA, je pense que je faisais pas du tout autant attention à ça parce que je pense que je faisais pas vraiment un business. Enfin, dans le sens où avoir un business, c'est factuellement faire de la marge. Genre en tout cas, moi, je suis pas en train de faire une asso. À un moment a été la question, est-ce que je voulais faire une asso ou un business? Mais là, en l'occurrence, j'ai choisi le mode business. Donc, si tu fais pas de marge, factuellement, t'es pas en train de faire un business. Donc c'est hyper important pour moi de suivre ses dépenses et ses entrées. Et ça, c'est le premier conseil que je peux vous donner. Moi, j'ai simplement un petit template Notion où genre j'ai une page par freelance avec qui je travaille et je leur attribue différents tags. Donc ici qui bossent sur l'admin, la tech, la stratégie, le marketing, copywriting, design, montage, photographie, miniature, produit. Voilà, ça c'est mes différents tags. Et donc tous les mois, quand il s'agit de payer sa facture, eux, ils ont un petit formulaire qu'ils complètent dans lequel ils déposent leur facture. La facture arrive automatiquement dans mon Notion et reliée au bon freelance automatiquement. Et donc, comme ça, moi, ça me permet d'avoir un suivi mois par mois de toutes les factures que les freelances m'envoient. Alors, évidemment, c'est hyper variable d'un mois à un autre parce que forcément, selon la charge de travail, enfin, c'est logique, hein, le concept même d'avoir des freelances, c'est que ça s'adapte à la charge de travail. Donc, en fait, en réalité, eux, quand ils m'envoient la facture, ils savent très bien ce qu'on a conclu durant le mois. Donc, moi, j'ai plus qu'à vérifier que ça correspond. À côté de ça, par contre, les fonctions support, c'est vrai que c'est quelque chose de beaucoup plus régulier. Mais je vois là, par exemple, ce mois-ci, Marine a beaucoup plus travaillé parce qu'on a factuellement beaucoup plus travaillé. Enfin voilà. Et donc, c'est assez variable, mais bon, moi, c'est jamais une surprise. Hein. J'arrive à suivre au fur et à mesure. Je sais, en fait, qui a fait quoi dans le mois. On n'est pas encore une équipe assez grande. Et pourtant, il y a déjà quand même une quinzaine de personnes, mais on n'est pas encore une équipe assez grande pour que je sois pas capable de suivre les comptes. Et je trouve ça hyper important de suivre les comptes, d'avoir conscience de ce qui rentre et de ce qui sort. Donc ça, c'est un des premiers prérequis. C'est que pour moi, quand on délègue, c'est forcément dans un objectif d'augmenter sa marge, d'augmenter sa rentabilité. Et donc pour ça, il est nécessaire de suivre ce qui rentre, ce qui sort. Et le fait de suivre ça tous les mois, moi, c'est ce qui me permet de prendre des décisions stratégiques. Donc ça, c'est un peu le premier prérequis. Et si je vous parlais de ça, c'était surtout pour distinguer initialement, en fait, la délégation côté agence qui pour moi est très différente de la délégation côté, on va dire, plus fonction support. Parce qu'on peut toujours déléguer pour deux raisons. La première raison, ça va être justement de réussir à déléguer des tâches que l'on fait actuellement, mais qui ne rapportent pas nécessairement directement d'argent. Et donc, ça va être beaucoup plus complexe de mesurer la rentabilité de ce recrutement, de cette délégation, vs la délégation sur une partie agence. Et si les résultats de l'un sont beaucoup plus faciles à mesurer que l'autre, parce que je trouve ça beaucoup plus facile de mesurer la rentabilité d'une personne que je vais prendre côté agence, donc sur des projets clients, que de mesurer la rentabilité de quelqu'un qui travaille sur Claire No Code, donc la partie personal branding, création de contenu et formation. Pour autant, je trouve ça beaucoup plus difficile de déléguer quelque chose sur la partie agence que sur la partie formation. Alors, je pense honnêtement que c'est aussi parce que j'ai beaucoup plus d'expérience sur l'un que sur l'autre, mais je vais vous expliquer pourquoi. En gros, je trouve que quand je prends quelqu'un pour Claire No Code et que voilà, le résultat n'est pas au niveau, en fait, c'est beaucoup plus facile et beaucoup moins grave d'en prendre conscience et voilà, de dire tant pis, c'est pas grave, on s'arrête là, tu vois. Sachant que je recrute jamais en CDD, en CDI, je prends que des freelances pour l'instant. Alors que sur la partie agence, en fait, ça va potentiellement directement impacter le client. Alors pour l'instant, ça l'a jamais fait parce que je fais un filtre énorme là-dessus, c'est-à-dire que toujours moi le hub pour les clients, sauf que du coup ça a une limite. Tu peux pas passer à l'échelle parce que t'es obligé d'avoir moi qui chapeaute tout. Et en fait, c'est une charge mentale que de suivre les missions. Limite, ça me prend plus de temps de suivre ces freelances actuellement et c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet. On en reparlera si vous voulez, mais pour l'instant, j'arrive pas à déléguer efficacement sur la partie agence parce que actuellement, j'ai la sensation de passer plus de temps à les coacher, à les corriger que ce que j'aurais passé à faire moi-même le projet de A à Z. Je le vois parce qu'il y a des projets que j'ai pas délégués vs des projets que j'ai délégués pour des clients. Les projets que je délègue pas se passent beaucoup mieux. Et ça, c'est un vrai souci, c'est un vrai sujet. Je pense que j'ai vraiment beaucoup de progrès à faire sur la partie agence en termes de délégation. Et surtout, je pense qu'il va y avoir un sujet de recrutement, de un peu mon double pour gérer en fait les projets. Parce que actuellement, je n'arrive pas à gérer
les projets. J'arrive pas parce que déjà je suis très très occupée sur la partie du coup Claire No Code, partie Claire No Code que je ne peux factuellement pas déléguer, enfin pas assez en tout cas, parce que, pas autant que ce que je voudrais, parce que forcément ça tourne beaucoup autour de ma personne. Mais la partie Circadia, je pensais vraiment beaucoup plus pouvoir la déléguer. Et pour l'instant, j'arrive pas à trouver ce profil en fait qui aurait à la fois ce contact client, ce relationnel client. Et puis le problème aussi, c'est que les clients ils viennent pour moi, hein. Mais en tout cas, j'aimerais bien trouver un profil qui a ce relationnel client, qui comprend les besoins des clients, mais qui en même temps est architecte, dans le sens où moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'arrive sur un call, même si je connais pas le projet, voilà, j'écoute le client parler 3 minutes. Je sais où. J'écoute le client parler 10-15 minutes. Je sais poser les bonnes questions pour obtenir les bonnes infos pour savoir où je veux emmener le projet. Et limite, après, ça me prend 10 minutes de dire au freelance ce qu'il va falloir qu'on fasse, tu vois. Mais du coup, j'aimerais trouver ce double. Cette personne qui a l'expérience technique nécessaire pour être capable de trouver en 2-2 quoi faire. Mais pour l'instant, j'avoue, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je pense que c'est très compliqué de déléguer ce type de profil. Surtout qu'on n'a pas forcément le budget pour, parce que c'est une question de marge, hein, tout ça aussi. Hein. Pour l'instant, on marge pas du tout assez. En fait, au début, on voulait énormément rémunérer les freelances. Donc, on s'était dit qu'on allait marger à 10%. On s'est vite rendu compte que ce n'était pas possible. Parce que vu tous les frais qu'engendre la création d'une agence, et je parle pas de frais, on pourrait se dire c'est optionnel. Je parle genre juste la rédaction de contrats avec des avocats pour être capable d'avoir des contrats entre les clients et nous pour protéger les freelances. Genre ça, les freelances le payent pas. Le fait que toutes les semaines, on organise des formations pour eux. Le fait qu'on leur délivre des ressources, qu'on crée plein de choses. Tout ça, ça a un coût parce qu'on a beaucoup de prestataires qui travaillent justement sur toutes les ressources pour les freelances. Mais pour l'instant, c'est un enfer. On fera un épisode, si vous voulez, sur toute la partie agence, mais je trouve que c'est extrêmement difficile. Je sais pas si c'est que j'ai vraiment sous-estimé le sujet, parce que je pense que je mesure bien la difficulté, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ce que j'ai sous-estimé, c'est que, j'étais déjà en train de gérer mes propres challenges, je m'en suis rajouté de plus. On va dire que déjà passer à l'échelle une boîte de formation, c'est déjà un challenge en soi. En parallèle, monter une agence, ça en est un deuxième, même si les deux vont très très bien ensemble et que les gens qui sont formés et qui ont suivi le parcours max à mes côtés sont prêts à bosser pour les clients et qu'ils ont juste à passer de l'un à l'autre et tout fait sens, ça fait beaucoup trop pour une personne. Et même si je me suis associée avec Christian là-dessus, faut être honnête, il n'a pas le niveau tech actuellement pour avoir ce rôle. En fait, il est vraiment sales. Il me faudrait mon double sur la partie agence, clairement. Et on l'a pas. Je ne sais pas si ça existe. Je ne sais même pas si on aura les capacités de le payer parce que le sujet, il est là. Donc, c'est vraiment très compliqué parce qu'on s'est rapproché un peu de profils qui sont connus dans le milieu sur ces sujets. Moi, j'avais des idées de profils de gens avec qui je m'entendais super bien. En fait, vraiment, quand j'ai vu leurs tarifs, je sais que c'est pas possible. Je sais que c'est vraiment pas possible. J'ai la sensation là qu'on est un peu au pied du mur et que c'est soit je fais all-in sur la partie agence, ce qui est hors de question, parce que je vais être honnête, pour moi la partie formation est plus importante, soit du coup on arrive à trouver quelqu'un limite qui nous rejoigne dans l'aventure, mais voilà, c'est mon enjeu actuellement. Donc là, même si ça fait déjà 20 minutes que je parle, je vais vous faire un épisode sur la délégation. Mais voilà, sachez que c'est toujours pas acquis de mon côté. C'est vraiment un sujet qui est quand même très très compliqué. Donc sur la partie Claire No Code, et je pense qu'on va vraiment se concentrer là-dessus, comment j'ai fait pour réussir à déléguer, d'autant plus que mon business tourne quand même grandement autour de ma personne. Donc c'est vraiment pas facile de déléguer des choses que l'on fait bien soi-même. Enfin, personne ne nous connaît mieux que nous-mêmes. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi, quelles sont a posteriori en fait les choses que j'ai bien faites, les choses que j'ai mal faites et comment aujourd'hui je fais pour continuer à réussir à déléguer sur cette partie-là. Alors, quand j'ai commencé à déléguer, en fait, la première personne avec qui j'ai commencé à collaborer, c'était Léna. Et Léna, en fait, c'était mon ancienne stagiaire qui avait travaillé sur mon ancienne boîte qui s'appelait Bright Future. Enfin, ma boîte s'appelle toujours Bright Future, mais mon ancien projet qui portait également ce nom, qui a travaillé à mes côtés en tant que stagiaire pendant 3-4 mois, je me souviens plus, 3-4 mois, en 2021. 2020-2021. Donc ça remonte maintenant, ça fait 5 ans, 4-5 ans qu'on bosse ensemble. Et donc c'est à la suite de ce stage qu'en fait Léna m'a expliqué qu'elle avait une auto-entreprise déjà parce que elle faisait déjà du freelancing à côté. Bon, c'était pas le sujet de la recruter parce que je pouvais pas. Elle était encore étudiante, il fallait qu'elle termine ses études, donc elle pouvait pas prendre un taf maintenant. Elle voulait continuer à étudier, ce que je comprends. Mais par contre, elle pouvait bosser quelques heures pour moi par semaine. Et c'est comme ça qu'on a commencé à collaborer ensemble. Les tâches sur lesquelles elle avait été la plus forte dans son stage, typiquement la création de design pour les posts Instagram, elle a continué à faire ça pour moi derrière et on a trouvé notre rythme au fur et à mesure. On a énormément appris, je pense, l'une de l'autre sur cette partie-là.
moi, j'ai appris à mieux manager. Elle a appris à mieux gérer en freelancing parce qu'il y a eu vraiment des moments où, franchement, l'une comme l'autre, je pense qu'on a merdé, mais c'est normal en fait. On a tous les deux pris du recul là-dessus. Elle arrivait pas trop à communiquer sur le fait qu'on ne discutait pas assez, qu'on n'échangeait pas assez parce que on est passé de 100% tout le temps ensemble à 100% à distance. Et puis moi, en tant que manager débutante, j'avais du mal aussi à voir quel était le problème, à analyser la situation. J'avais pas la sensation qu'il y avait besoin de discuter. Maintenant, franchement, voilà, ça fait 2 ans qu'on a trouvé notre rythme. On s'appelle tous les lundis soirs pour faire le point. Il y en a qui trouveraient que peut-être ça fait beaucoup. Il n'empêche que par expérience, ça c'est la première chose que j'ai remarqué, c'est que mettre en place un call régulier avec les personnes avec qui vous travaillez le plus, avec qui vous déléguez le plus, c'est hyper important, que ce soit un call hebdo ou un call mensuel. Et ça, en fait, c'était un truc que je sous-estimais énormément. J'avais tendance à beaucoup trop laisser couler. Au tout début, il y avait des personnes avec qui je travaillais, je déléguais des choses. Je me disais, au moment où il y aura la livraison, on en discutera. Non. Typiquement avec Léna, sachant que c'est du continu, on se parle toutes les semaines. Avec Marine, on a un call toutes les semaines aussi. Avec Christian, on a un call toutes les semaines aussi. C'est des calls qui sont construits, c'est-à-dire qu'on vient pas là pour se raconter nos vies, même si c'est sympa. C'est des calls sur lesquels vraiment avec Léna par exemple, on fait le point sur tous les designs qu'elle a créés. Moi, je lui présente tous les designs que j'ai écrits. On discute, on brainstorm sur des idées de design pour les différents posts que j'ai rédigés. Et hop, c'est terminé. On se revoit la semaine d'après. Donc ça nous prend genre 20-30 minutes. Et après, il nous reste un quart d'heure pour discuter de la pluie et du beau temps parce que on s'apprécie et que c'est cool aussi. Et avec Marine, c'est la même chose maintenant. Toutes les semaines, on s'appelle, on fait des points sur les actions marketing qui ont lieu dans la semaine, les actions de formation qui ont lieu dans la semaine, celles qui arrivent la semaine d'après, les to-do de chacune. Et hop, une fois que c'est terminé, on se raconte nos vies. Alors avec Marine, on avait fâcheuse tendance à vraiment rester trop longtemps en call. Donc on essaye de se cadrer. J'aurais pu citer plein d'autres personnes dans l'équipe parce que c'est vraiment mon problème, c'est que j'adore discuter, j'adore les personnes de mon équipe, j'adore discuter avec elles. Mais en fait, factuellement, faut mettre fin au call. Donc maintenant, on se limite dans le temps, quitte à organiser des calls informels ou vraiment, parce qu'on est tous à distance, faut vraiment avoir conscience de ça. Donc à organiser des calls, maintenant on organise des pique-niques moquettes. Je sais pas qui a trouvé ce nom dans l'équipe, mais bref. Maintenant on organise des pique-niques moquettes, j'adore ce nom. Je sais pas qui a eu l'idée. Mais les pique-niques moquettes, c'est toutes les 2 semaines, on organise un event avec toute l'équipe où en fait une personne du coup, vient présenter son expertise. Donc, par exemple, il y a 2 semaines, c'était sur le sujet de Notion. Comment faire pour présenter un plan d'espace Notion, donc une macrostructure à un client. Comment tu fais avant la livraison pour réussir à présenter ce que tu vas rendre, comment tu cadres les livrables en fait. Et là, la semaine dernière, on a fait avec Marine comment optimiser ton profil Malte pour réussir à trouver des missions en freelance. Donc voilà, donc on a des choses qui sont mises en place et puis c'est l'occasion aussi de discuter juste de notre quotidien et tout, de se donner des nouvelles et c'est cool, ça crée vraiment une ambiance d'équipe. Moi, je place une très grande importance avec mes équipes sur l'aspect formation. Je trouve que c'est hyper important parce que s'ils progressent, au final, ils progressent aussi pour moi dans le sens où ils sont contents de faire partie de l'équipe parce que ça leur apporte autre chose que juste de l'argent. Et au-delà de ça, s'ils deviennent meilleurs, pour moi aussi, vu que c'est mes prestataires. Donc voilà, on a mis ça en place et moi j'adore. Et d'ailleurs, vous me direz dans les commentaires, mais c'est un truc qu'on imagine potentiellement faire incessamment sous peu avec Marine, avoir une version ouverte au public, hors équipe, où on organise pareil des sessions toutes les semaines, etc. En mode vous vous abonnez pour pouvoir assister à ces lives, qui sont des lives vraiment de formation sur des thématiques, en mode on a un thème par mois, et vous pouvez vous inscrire du coup à des sessions live. Bon, ce sera vraiment axé no code et business, mais si ça vous intéresse, dites-nous, parce que c'est vraiment un truc une offre auquel on pense avec Marine et qui nous chaufferait vachement d'organiser. Donc voilà, bref, je vais éviter de m'éparpiller. Voilà comment ça fonctionne au niveau de l'équipe, c'est que les personnes avec qui je collabore le plus, pour moi, c'est hyper important d'avoir des points réguliers avec elles. Et donc après Léna, comment j'ai fait pour continuer à m'entourer ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été, j'avoue, beaucoup d'opportunités que j'ai su saisir au bon moment, mais je pense que c'est aussi parti je suis quand même une personne très organisée. Je sais exactement à la minute près ce que je fais chaque semaine. Donc en fait, j'ai pris tout simplement mon Google Agenda et j'ai regardé quelles étaient les tâches que je faisais chaque semaine, chaque mois et qui me prenaient quand même assez de temps, mais qui pour autant
n'apportez pas forcément d'intérêt à ce que ce soit moi qui les fasse. Exemple, Marine, elle va m'assister sur toute la partie marketing. C'est toujours moi qui vais rédiger les mails des séquences, qui vais préparer mes webis, mais c'est elle qui va s'occuper de toute la partie setup du webinaire. Genre moi, je vais m'occuper de préparer mes slides et ma présentation, mais littéralement, moi, je lui dis je veux faire un webinaire sur tel sujet, elle s'occupe de tout et moi, j'arrive, je me connecte et je parle aux gens. C'est un vrai plaisir. Ce n'est plus moi qui m'occupe de créer l'événement, m'occuper de la séquence d'invitation, même la séquence derrière de vente, c'est même plus moi qui ai la setup. Elle va chercher les mails et elle les intègre dans l'outil d'emailing. Donc un vrai plaisir parce que en fait, du coup, on est vraiment beaucoup dans l'échange parce qu'on se complète beaucoup, mais elle m'aide sur toutes les tâches qui sont pas automatisables et qui sont très chronophages pour moi et qui n'apportent pas d'intérêt. Par exemple, il y a une grande partie des emails, c'est elle qui répond maintenant. Il y a beaucoup d'emails où il y a vraiment pas d'intérêt à ce que ce soit vraiment moi qui réponde. Donc voilà comment on s'organise. Et donc, typiquement pour Marine, c'est en observant que organiser un webinaire, ça me prenait 5 heures et que dans les 5 heures, il y avait 3 heures juste de setup de toute la partie technique que j'ai pris conscience que ça n'avait aucun intérêt que je le fasse. Et donc, maintenant, on se répartit les tâches de cette façon. Et le plus gros problème des entrepreneurs pour moi, enfin, c'est un des plus gros problèmes, c'est qu'ils connaissent tellement par cœur leur business que bien souvent, tout est dans leur tête. Et le problème, c'est que quand tout est dans votre tête, vous n'avez pas une vision claire et précise de réellement toutes les tâches que vous faites chaque semaine et de ce qui vous fait réellement perdre du temps, en tout cas de toutes les tâches pour lesquelles vous n'apportez pas vraiment de valeur. Exemple, pour ma part, la rédaction de mes contenus, de mes posts, j'ai essayé de la déléguer. Honnêtement, ça s'est bien passé. Franchement, elle était top, la copywriteuse avec qui j'ai travaillé. Mais déjà, petit 1, je me suis rendu compte que ça me manquait. Parce qu'au final, la création de contenu, c'est quand même quelque chose que j'aime dans ma semaine. Donc, pourquoi déléguer quelque chose que tu aimes? Ça, c'est un vrai sujet. Je pense que c'est pas forcément une bonne idée de le faire. D'autant plus que la création de contenu, c'est pas le fait que t'aies 90 000 abonnés vs 10 000 qui va faire que tu doives créer plus et que ça te prenne plus de temps. C'est scalable à l'infini. Donc, pour moi, c'est pas forcément une tâche qui nécessite d'être déléguée. Et au-delà de ça, même si elle était trop forte, c'était pas moi. Et ça, du coup, je me suis dit, j'ai l'impression un petit peu de perdre le lien avec mon audience. Moi, les échanges que je peux avoir avec vous, que ce soit en postant sur Instagram ou sur LinkedIn ou même bientôt sur YouTube, ça revient, j'ai trop hâte. C'est des échanges qui me nourrissent mes prochains épisodes de podcast, mes prochaines newsletters. Et ça n'a pas de prix. Vraiment, discuter, être au plus près de ses clients, des personnes qui ont besoin de nos services, c'est ce qui nous permet d'avoir une offre qui réponde à leurs besoins. Et perdre ce lien, ça m'a pas fait du bien, ça ne m'a pas convenu et j'avais la sensation de m'éloigner, d'où le fait que j'ai repris ces tâches. Donc je pense qu'il y a aussi un côté tout simplement de sensation. Quand j'ai senti que, perdre cette tâche dans ma semaine ne m'aidait pas, bien au contraire, j'ai arrêté, quoi. Et c'est OK, il faut par contre être prêt quand tu délègues, ça c'est un vrai truc. Beaucoup de gens veulent déléguer en se disant, de cette façon, mon business tournera tout seul et je ferai juste de la marge. La réalité, c'est que déléguer, c'est quand même pas simple et que je pense qu'il y a Aline qui dit tout le temps, mais je crois que c'est pas d'une expression d'elle, mais j'aime bien, je l'ai écouté en revenant, là j'ai écouté son podcast dans la voiture, et elle dit il faut être prêt à manger la tartine de merde, je crois que c'est ça l'expression. Et ça m'a fait trop rire parce que dans la délégation, il y a une tartine de merde, c'est quand ça se passe mal, il faut être capable de le dire à la personne, et il faut être capable de lui expliquer pourquoi. Et le truc, c'est que moi, au tout début, je pense que cette partie-là, j'y arrivais vraiment pas. Maintenant, ça va mieux. Je crois que j'arrive à me poser et à dire clairement. En plus, c'est rarement de la faute des gens. Hein. C'est rarement de ta faute ni de la faute des gens. C'est comme dans un couple. C'est ensemble, ça marche pas. En mode, par exemple, t'es une super copywriteuse. Moi, je suis une très bonne créatrice de contenu. Ensemble, ça marche pas parce que je me rends compte que c'est une partie que j'aime bien. En fait, du coup, ça me fait chier de la déléguer. Tout simplement. Et c'est OK, les gens ils sont prêts à entendre ça, mais c'est vrai que au début j'avais du mal. Une fois que j'avais pris quelqu'un, que je commençais à travailler avec lui, j'avais la sensation de devoir toujours la garder maintenant, tu vois. Alors que la réalité c'est que non, je pense que il faut au contraire, ça fait partie de nos obligations même pour faire grandir les gens et pour nous aussi grandir et pérenniser notre business, d'être capable de prendre du recul sur la situation, de faire un point régulier. Je pense qu'il y a aussi des situations que j'ai trop laissé traîner. Moi j'ai laissé traîner des trucs 2-3 mois, non, pas du tout. Il faut être capable au moins une fois par mois de se poser pour se dire est-ce que je continue, est-ce que je continue pas, pour prendre des décisions en conséquence. Et donc une fois que vous avez ciblé en fait les tâches que vous allez pouvoir déléguer, donc les tâches pour lesquelles pour moi vous apportez le moins de valeur et potentiellement celles que vous aimez le moins, et là on arrive à la partie qui pour moi est tout aussi complexe, qui n'est même pas la délégation, parce qu'avant la délégation,
il y a le recrutement. Je trouve que trouver les profils avec qui travailler, de qui s'entourer, c'est vraiment loin d'être simple. Je pense même très clairement pouvoir dire que c'est la chose pour laquelle je suis la moins douée parce que j'ai la fâcheuse tendance à vraiment, surévaluer les gens, à croire qu'ils sont meilleurs que ce qu'ils sont réellement. Je me laisse facilement impressionner de prime abord. C'est le pendant de ce défaut que j'ai qui est que moi-même j'ai du mal à me valoriser. Quand j'entends quelqu'un qui sait se valoriser et qui limite en dit plus que, que ce qu'il fait réellement, du coup j'ai tendance à me dire à faire le miroir, à me dire waouh, si déjà il est capable de dire qu'il sait faire tout ça, mais c'est que vraiment dans la réalité il fait des trucs mais encore plus énormes. Et en général je me rends compte assez vite quand même de la supercherie, mais en fait ça me frustre parce que factuellement j'ai de la chance, c'est que Christian lui se rend beaucoup plus vite compte de ça. Quand on fait un call avec quelqu'un en mode moi j'ai envie de bosser avec la personne et tout, du coup je dis à Christian, donc mon associé sur la partie Circadia, viens on fait un call avec lui, j'ai envie qu'on discute avec lui parce que je le kiffe et j'aimerais bien qu'on bosse avec lui sur tel sujet. Christian en 10 minutes il sait si la personne, si elle est en train de se sur ou de se sous-évaluer. Et exemple concret, Marine, au tout début, je voulais bosser avec elle. Et même si j'ai pas envie du tout de faire de généralité, les personnes qui parlent le plus sont souvent les personnes qui se surévaluent et les personnes les plus discrètes ont tendance à se sous-évaluer. Donc, quand en call de recrutement, mais là attention, je suis en train de faire du recrutement de comptoir, mais quand en call de recrutement, quelqu'un parle, ça veut pas forcément dire qu'il est capable d'exécuter. Et vice-versa, quelqu'un qui est très 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 discret, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de bien travailler. Et j'ai tendance à beaucoup trop me laisser impressionner par les personnes qui parlent beaucoup. Et je pense qu'il faut vraiment que j'arrive à mieux évaluer réellement le niveau des gens. Mais je pense que j'ai pas les compétences pour. Je pense que ça s'apprend le recrutement. Enfin, j'en suis même convaincue. Donc, j'avoue que sur cette partie, j'ai tendance à faire confiance à Christian. Et aussi, le deuxième sujet, c'est que je me fie maintenant très peu à mon instinct parce qu'il est souvent pas forcément bon. Je teste les gens. Alors, il y en a, ils vont dire « Ah mais non, mais attends, mais Claire, tester les gens en freelance, c'est pas ouf parce que c'est des freelances. » Non mais je les paye. Je les paye pour les tester. Il n'y a aucun souci. Je dépense 500 000 €. Mais au moins, en fait, on est tous les deux au clair sur que c'est une phase de test. Et donc, je les teste. Donc, ça peut prendre différentes formes. Par exemple, Marine, elle faisait partie des personnes qui parlaient pas beaucoup, mais qui, pour le coup, je pense que j'ai déterminé très tôt qu'elle avait un fort potentiel. Et donc, quand on a discuté lors de nos premiers échanges de ce qu'elle faisait actuellement pour d'autres clients et tout, je me suis dit, ok, on pourrait grave faire 1000 choses ensemble. Et donc, je lui ai dit, écoute, j'ai envie de te prendre pour une première mission. Donc, je lui ai pas dit que c'était un test, mais en vrai, c'était un peu ça. Elle va peut-être l'apprendre dans cet épisode. Mais je lui ai dit, j'ai envie de te prendre pour une première mission. Tu vas, me faire un audit de ma stratégie Claire No Code actuellement, mon personal branding jusqu'à la vente de mes formations, et tu vas me présenter tout ce que toi tu ferais, et dans ce plan d'action, qu'est-ce que toi tu pourrais prendre en charge comme tâche. Et en fait, c'était trop stylé parce que du coup, ça lui a permis de vraiment se plonger dans le business, ce qui est hyper important quand tu commences une mission. Elle t'est payée pour ça, hein, c'était pas un test gratuit. Donc ça lui a permis de vraiment se plonger dans le business, de vraiment me faire une proposition hyper carré, donc il y a eu un call dédié de restitution et tout, donc premier échange trop cool de tout ce qu'elle ferait. Et la morale de l'histoire, c'est qu'à la fin je lui ai dit ok go, tu m'envoies les devis pour tout et on est parti. Et ça fait presque 1 an qu'on bosse ensemble. Et ça m'a permis de tester sa créativité, de découvrir aussi qu'elle avait des compétences qu'elle n'avait pas su me verbaliser réellement. Parce que c'est pas si facile aussi pour nous d'expliquer ce qu'on fait, parce qu'on fait des choses, on est très couteau suisse toutes les deux, donc on a tendance à oublier qu'on fait certaines choses. J'aimerais bien avoir son avis d'ailleurs, je pense, sur ce test. Mais je crois qu'elle avait pas du tout aimé le fait d'être payée pour pas délivrer de l'exécution, mais juste un audit. Alors que je lui ai dit, mais en fait, ton audit avait de la valeur en tant que tel, parce qu'il y a potentiellement des trucs que j'aurais pu déléguer à d'autres personnes. Donc, voilà. Si vous êtes recruteur ou que vous êtes freelance et que vous cherchez à vous faire recruter, sachez que je trouve que c'est vraiment trop stylé de pouvoir laisser l'opportunité d'un côté au freelance de faire ses preuves ou vice-versa au client de découvrir tout ce que vous êtes capable de faire. Donc je pense que ça peut même être un bon conseil pour ceux qui veulent démarrer une mission, de faire une mission pilote un peu, mission test. Deuxième chose que je fais aussi beaucoup, c'est que au-delà de tester les freelances, je vais les prendre pour des tâches extrêmement spécifiques et dans ce cas, j'ai pas forcément besoin de les tester.
Exemple, j'ai une personne qui monte mes vidéos, pas toutes, mais quand même une certaine partie. Disons que elle tend à en prendre de plus en plus. C'est juste que elle est toute seule et que, en fait, moi-même, je fais tellement de vidéos à la semaine. Bon, vous les voyez pas parce que c'est plutôt sur la partie plateforme de formation, mais je fais tellement de vidéos toutes les semaines qu'elle peut pas suivre le rythme. Donc, en fait, je prends une partie et c'est plutôt en mode quand j'ai pas le temps de faire le montage qu'elle va pouvoir me venir en aide. Et là, j'ai pas vraiment besoin de la tester parce que j'ai pu accéder à son portfolio. C'est-à-dire que je l'ai vraiment recruté là-dessus. Alors, dans la réalité, c'est aussi mon ancien monteur qui arrêtait son activité qui m'a mis en contact avec elle. Donc, il y avait quand même le tiers de confiance qui me disait « Elle monte bien les vidéos », mais j'avoue, j'ai quand même voulu voir son portfolio. Son portfolio m'a vraiment plu, je trouvais ça trop stylé ce qu'elle faisait. Et les échanges qu'on a eus par email étaient trop cool, bon fit. Et donc, depuis, elle monte mes vidéos. Donc, le fait que la tâche soit hyper spécifique, ça aide grandement à trouver quelqu'un d'hyper expert sur le sujet. Pour des personnes, des profils comme Marine qui sont plus, par exemple, on va dire que elle, moi je l'estime experte en marketing de formation, bah c'est beaucoup plus couteau suisse et c'est beaucoup plus difficile d'évaluer sur typiquement un portfolio. Moi, les seules références qui vraiment avaient de la valeur à mes yeux, c'est le fait qu'elle ait bossé pour d'autres infopreneurs que je trouve stylé. En mode, je m'étais dit, oh leur marketing est stylé, et elle était là genre, j'ai bossé sur cette boîte, j'ai participé à ce marketing. Ah ok, trop bien. Et je dois reconnaître qu'aujourd'hui, la plupart des personnes qui sont dans mon équipe, je les ai rencontrées donc soit par bouche à oreille, donc en mode la personne m'a été recommandée par quelqu'un, ou alors on s'est rencontrés sur mes formations. Et ça m'avait été reproché en mode pour travailler pour toi, il faut absolument suivre ta formation. En fait non, c'est juste que c'est tellement plus simple pour moi de rencontrer les gens par ce biais que j'avoue que je recrute pas mal de personnes via mes bootcamps. Donc c'est un fait, il y a beaucoup de personnes qui ont suivi mes bootcamps que derrière je recrute. Et au-delà de ça d'ailleurs, c'est pas toujours vrai parce qu'il y a des personnes dans l'équipe aujourd'hui qui en fait un jour ont juste choisi de m'écrire sur LinkedIn. On a fait un call, ça a trop bien fité et on s'est mis à bosser ensemble. Tout simplement. Voilà. Mais en tout cas, s'il y a bien une chose que je dois vous dire, c'est que tous les clichés que j'avais sur le recrutement, qu'il fallait faire des fiches de poste, demander des CV, réaliser des entretiens, j'ai jamais fait tout ça. En tout cas, pour recruter des freelances, encore une fois, je recontextualise. Je suis une toute petite entreprise qui recrute des freelances pour l'instant. Eh bien, pour ces besoins-là, je trouve que c'est faux. Il n'y a pas besoin d'avoir de fiches de poste, il n'y a pas besoin d'arriver à toutes ces étapes. La réalité, c'est que dans bien des cas, ça va plutôt se faire sur du bouche à oreille. Et d'ailleurs, l'anecdote, c'est que j'avais essayé de recruter un alternant pour lequel j'avais fait donc une fiche de poste. J'avais fait un post LinkedIn pour repartager mon offre, etc. J'avais eu, je sais pas, une quarantaine, cinquantaine de candidatures. J'avais pris personne. Ça m'a pris un temps fou pour avoir que des profils pas ouf. Franchement, il y avait des personnes qui étaient pas si nulles, hein. Il y avait des personnes qui étaient bonnes. Mais en fait, je vais être honnête avec vous, j'ai réalisé pendant les entretiens de recrutement que le niveau d'autonomie d'un alternant est tout de même très très bas, ce qui est totalement normal, hein. Voilà. Je suis d'accord avec ça. Et je n'avais pas le temps nécessaire à dédier à la formation d'un alternant. Et cette phase de recrutement, il faut bien qu'il y en ait une, hein, qui m'a fait prendre conscience que du coup, Léna, pendant son stage, avait été hors norme à être aussi autonome et que c'est pas une vérité générale et que quand on prend des stagiaires ou des alternants, il faut avoir du temps à leur dédier pour leur apprentissage. Et ça, je pense que c'est la dernière chose que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai délégué alors que j'étais dans le rush, ça s'est souvent très mal passé et c'est vraiment de ma faute. Alors que quand je prends le temps de déléguer dans une phase où au contraire j'ai du temps pour me dédier au fait que ça se passe bien, ça se passe bien. Donc ça, c'est un conseil que je peux vous donner qui est très très contre-intuitif. C'est que si vous êtes dans le rush, c'est presque le pire moment pour déléguer parce que vous allez nécessairement dans un premier temps passer tellement de temps à former la personne, à lui transmettre toute l'information nécessaire pour qu'elle puisse mener à bien sa mission que du coup, dans un premier temps, pour vous, ce sera pas du tout un gain de temps. Au contraire, ça va être du temps que vous allez devoir passer. Donc si vous êtes dans le rush, ça va pas vous aider. Vous allez vous dire « Ah j'aurais été plus rapide moi-même ». Oui, mais c'est parce que vous visez pas long terme. Voilà. Donc si je récap très très rapidement les enseignements de mon expérience de délégation, c'est que déjà, la première chose, c'est que quand on recrute quelqu'un et qu'on lui délègue une tâche, pour moi, en tant que bon gestionnaire de son business, il faut qu'on soit capable de mesurer la rentabilité de ce recrutement. Combien ça nous coûte vs qu'est-ce que ça nous apporte, tout simplement. Deuxième point, avant de déléguer, commencez par petit 1, lister toutes les tâches que l'on fait dans la semaine, dans le mois, pour être capable de repérer les tâches que l'on fait pour lesquelles on apporte très peu de valeur ajoutée ou et celles qu'on n'aime pas.
et d'ailleurs j'ai oublié de le préciser mais ça me paraît une évidence, enfin vous me connaissez, moi je délègue pas des tâches qui sont automatisables, dans le sens où les tâches automatisables c'est des algorithmes qui vont les faire, et d'ailleurs je sensibilise vachement mes équipes à ça, à me remonter toutes les tâches qu'elles aiment pas faire, parce qu'en général ces tâches-là, je peux les donner à quelqu'un d'autre qui potentiellement qui fera les faire, ou c'est potentiellement qu'elles sont automatisables. Et donc nous on automatise énormément de choses, mais quand elles bossent avec moi, elles le savent, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai dit un petit 1 mais je trouve plus le petit 2. Donc j'allais dire que une fois qu'on a listé ces tâches, à partir de là, on va être en mesure de cibler un profil qui va être pertinent pour nous accompagner. Si c'est une tâche qui est hyper spécifique, d'ailleurs je l'ai pas dit, mais moi par exemple pour les miniatures, je suis allée sur ComeUp pour prendre quelqu'un qui fait mes miniatures, et franchement il est génial, il s'appelle Joris, vous le trouverez, je vous mettrai le lien si vous voulez en dessous. C'est toujours lui qui fait mes miniatures maintenant et j'adore ce qu'il fait et c'est top. Au-delà de ComeUp, la plupart des recrutements que j'ai effectués, en réalité ce sont soit des personnes qui sont venues me contacter sur les réseaux, soit des personnes qui ont suivi mes bootcamps, soit des personnes qui m'ont été recommandées, mais la réalité c'est que je ne suis jamais passée, enfin aucun de mes recrutements n'a abouti en suivant un process classique avec des entretiens, etc. C'est faux. Pas en tout cas à mon échelle. Je pense que c'est pas quelque chose qui convient pour des business aussi petits que le mien. Et enfin, je pense qu'il faut vraiment être en mesure de communiquer régulièrement. Donc nous, on a l'espace Notion, mais j'ai mis aussi en place avec chaque personne avec qui je travaille vraiment régulièrement des points réguliers, que ce soit des points hebdo ou des points mensuels, selon la fréquence et la charge de travail que l'on effectue ensemble. Par exemple, Marine et Léna, qui sont vraiment les 2 personnes qui travaillent le plus à mes côtés, on a des points toutes les semaines, alors qu'avec, par exemple, Marion, qui travaille beaucoup moins avec moi parce que la charge est plus faible, eh bien, c'est seulement 1 fois par mois. Et je pense que ces points sont vraiment essentiels pour se poser sur ce qui a été fait, faire le point sur ce qui a bien marché vs ce qui a moins bien marché, pouvoir se projeter sur l'avenir, quels sont les prochains projets, etc. et se répartir les tâches, tout simplement. Ça permet de faire un point, en fait, d'avancement. Et j'avais tendance à négliger cette partie-là. Pour moi qui ai un business où on est tous en asynchrone, tous à distance, j'ai pris conscience aujourd'hui de à quel point c'est hyper important. Et je crois que j'ai bien récapitulé tout ce que j'ai dit. Et le dernier point que je voulais ajouter, c'est que il faut s'entourer de personnes dans lesquelles on a confiance. Pour la première fois, je sais qu'aujourd'hui, je suis entourée de personnes où si je pars, ça m'arrive parfois de partir faire une séance de sport alors même qu'on a un webinaire en replay un midi. Je sais typiquement que Marine, elle va gérer. En mode, c'est elle qui s'occupe de toute la modération, c'est elle qui s'occupe de tout. Et ça, franchement, mais ça fait un bien fou en fait. De pouvoir en fait ne plus avoir cette charge mentale qui repose uniquement sur nous, ça va faire un bien fou. Et je pense que c'est ça un peu le secret d'une délégation réussie, parce que je sais qu'il y en a qui vont se dire oui mais déléguer ça coûte cher, etc. En fait par rapport à la charge mentale dont ça nous a franchi, c'est quand même un truc de ouf. Et moi je sais aussi que d'avoir des personnes tout aussi motivées que moi dans mon équipe, bah on se motive un peu mutuellement, genre ça devient un peu notre projet. Et ça c'est très très cool aussi, parce que quand je pense à un nouveau projet et que je me dis je sais quelle tâche je vais pouvoir donner à telle personne et je sais à quel point ils vont être épanouis dedans et à quel point ça va servir le projet dans sa globalité, bah tu sais, je me dis aujourd'hui, j'ai réussi à créer un truc qui permet à d'autres personnes d'être épanouies dans leur travail, et en plus elles sont payées pour ça. Genre vraiment c'est leur travail, c'est le concept du travail. Mais ce que je veux dire c'est que je pense que j'ai été un peu trauma par les tafs où moi je bossais sans être forcément passionnée et pour lesquels mes managers s'intéressaient pas du tout à mon épanouissement. Et là du coup je prends vraiment le temps je connais mes équipes, je sais ce qu'ils aiment faire, je prends le temps de les écouter sur ce qu'ils aiment justement faire, sur les besoins qu'ils expriment. Et en fait, je co-construis, je prends les décisions aussi en réfléchissant un peu aux zones de génie de chacun pour voir dans quelle mesure chacun pourra être le plus épanoui et au maximum de ses capacités. Je vais m'arrêter là pour cet épisode parce que je pense qu'il a déjà été beaucoup trop long. Donc merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentant sur votre plateforme d'écoute préférée et en me mettant une note. Ça m'aide beaucoup et ça aide grandement le podcast à se faire connaître. Je vous souhaite à tous une très belle journée, soirée, peu importe le moment de la journée auquel vous écoutez cet épisode. Et on se retrouve dès lundi prochain dans le prochain épisode. Bye!